Salut, je suis Sandra et je te souhaite la bienvenue sur le podcast qui va te donner envie de réaliser tes projets et même tes rêves les plus fous. Notre mission, t'apporter de l'inspiration. J'échange avec des femmes qui ont osé s'écouter. Choix de vie audacieux, parcours atypique, projets fous, elles nous dévoilent tout sans filtre. L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. Emeline a 27 ans et elle est entrepreneuse. Elle a commencé son aventure entrepreneuriale en 2019. Elle est la fondatrice de Tapote Freelance, une plateforme de rencontres et d'entraide dédiée aux femmes entrepreneuses de tout secteur. Mais avant de se lancer dans le monde professionnel, Emeline a vécu une expérience qui a bouleversé sa vision de la vie. À l'âge de 20 ans, elle décide de partir en Nouvelle-Zélande en solo pendant 6 mois. Un voyage qui lui a offert une ouverture sur le monde et qui lui a permis d'avoir des prises de conscience profondes. Après avoir épuisé toutes ses économies, elle rentre chez elle. Elle décide de reprendre ses études en web marketing, trouver une alternance, puis elle crée sa propre micro-entreprise en tant que freelance. Mais son désir de voyager était toujours présent. Elle décide alors de repartir en sac à dos, en Asie du Sud-Est, mais malheureusement, le Covid est venu perturber ses projets et a mis fin à son voyage prématurément. Le Covid, le confinement, ces événements ont été des moments de réflexion intense pour Emeline. Elle se plonge dans le développement personnel, elle trouve un CDI, elle démissionne 3 semaines plus tard et elle prend la décision de ne plus chercher à plaire aux autres, mais de suivre son propre chemin. C'est avec détermination qu'elle se lance en tant que freelance dans la rédaction web tout en travaillant dans une boulangerie. 6 mois plus tard, elle lance Tapote Freelance qui répondait avant tout à son propre besoin, celui de briser la solitude des solopreneurs. Elle a l'idée dans la nuit, le lendemain, elle lance son projet et en seulement 3 mois, elle attire déjà plus de 500 inscrites. Au fil de notre discussion, Emeline partagera avec nous ses réussites comme ses difficultés. Elle nous expliquera comment elle a lancé son projet sans stratégie préétablie, comment elle a développé son entreprise main dans la main avec sa communauté et comment elle a réussi à monétiser son projet en créant un écosystème solide. Elle nous parlera également de tout ce que Tapote Freelance apporte aux solopreneurs et elle nous parlera aussi de ses futurs projets. Salut Emeline. Salut Sandra. Comment tu vas ? Ça va très bien et toi ? Ça va bien, je te remercie. Je suis très contente de t'avoir à mon micro et surtout qu'on puisse en savoir un petit peu plus sur toi. Emeline, tu connais la musique chez les locomotives. On commence toujours par 2 questions. La première question, c'est est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, en quelques mots ? Bien sûr. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait super plaisir d'être là aussi. Du coup, moi, je suis Emeline, j'ai 27 ans et je suis entrepreneuse depuis 2019. J'étais d'abord freelance en rédaction web, même avant en community management, puis en rédaction web. Et depuis 2021, je suis aussi la fondatrice de Tapote Freelance, qui est une plateforme de rencontres et d'entraide dédiée aux entrepreneuses de tout secteur. Yes, et c'était vraiment un vrai besoin. Et c'est grâce à toi que tu as répondu à une vraie problématique, on va dire. Mais tu vas nous en parler un petit peu plus tout à l'heure. D'abord, tu le sais, nous, ce qu'on veut chez les locomotives, c'est comprendre, mais qui est cette personne au micro des locomotives? Qu'a-t-elle fait? Quels ont été ses déclics? Quels ont été son parcours, son histoire? On veut toujours tout comprendre parce qu'on est hyper curieuse. Donc, je te laisse nous raconter un petit peu, c'est quoi ton histoire à toi, Emeline? Et pourquoi avoir créé, du coup, cette entreprise? Mais voilà, raconte-nous un petit peu par quoi t'es passée, quelles études tu as faites. Est-ce que tu as vécu des expériences ou des déclics particuliers? On veut tout savoir. Ça marche. Du coup, moi, je suis issue d'un parcours communication web marketing. Donc, je vais un peu reprendre au moment des études, on va dire. J'ai toujours grandi à Nantes, mais à partir des études, j'ai commencé à pas mal bouger dans plusieurs villes de France d'abord, puis aussi à l'étranger, puisque j'ai fait un DUT technique de commercialisation à La Rochelle, et en fait entre ce DUT-là et la licence en web marketing que j'ai fait à Nantes, je suis partie notamment en Nouvelle-Zélande, seule, en sac à dos, un peu en mode à l'aventure, sans avoir rien prévu d'ailleurs, et j'avais donc 20 ans.
Et je suis partie solo pendant 6 mois. Et pour moi, ça a été vraiment le voyage qui a changé beaucoup de choses au niveau de ma perception des autres, de la société, de mes ambitions, enfin de plein de choses. En fait, ça a été vraiment un déclic qui s'est fait en vrai plutôt inconsciemment. Je m'en suis pas rendu compte immédiatement. En fait, c'est vraiment là maintenant avec le recul que je me rends compte qu'il y a eu un avant et un après. Parce que l'objectif de ce voyage, c'était quoi à la base ? Honnêtement, l'objectif, c'était surtout de prendre du recul parce que je savais à ce moment-là pas vraiment ce que je voulais faire et je savais que voilà, l'étranger, c'est quelque chose qui m'avait toujours tenté. J'avais pas mal de personnes autour de moi qui l'avaient fait et voilà, j'avais envie de découvrir le monde, de me prouver aussi, je pense quelque part à moi-même que j'étais capable de partir seule, etc. Donc voilà, c'était un peu une espèce d'ouverture sur le monde. J'avais envie de commencer un peu par ça avant de me poser entre gros guillemets parce que finalement je sais pas si on peut dire que je sois vraiment posée, mais voilà. Ok. Et il s'est passé quoi pendant ce voyage alors ? Honnêtement, pendant ce voyage, j'étais surtout avec des Français. Donc je peux pas dire que je me suis extrêmement mêlée à la culture néo-zélandaise, bien que j'ai adoré ce pays. Vraiment, c'est un pays incroyable. Mais par contre, j'ai rencontré du coup énormément de monde de tous horizons. Et je pense que c'est vraiment les rencontres qui, au fil du temps, m'ont fait réfléchir à plein de sujets, franchement, un peu sur tous les sujets, tu vois, de la vie, et aussi, et peut-être encore plus, les moments de solitude, puisque je suis partie solo. On a beau dire oui, non, mais t'es jamais vraiment tout seul, etc. Moi, je trouve que c'est un peu faux de dire ça. Bien sûr, tu peux toujours être entouré de gens physiquement parlant, mais par contre, tu peux te sentir seul. Donc, il y a une différence. Et il y a plein de moments où je me suis sentie seule, mais en soi, j'ai aimé ça. Parce que c'est ces moments-là d'introspection et de prise de recul et ouais, c'est ça, vraiment introspection, je dirais, qui avec le temps ont cheminé, tu vois, et qui dans les mois qui ont suivi ont un peu infusé, on va dire. Et finalement, quand je suis rentrée en France, il y a eu des choses qui se sont passées dans ma vie qui se seraient pas passées si j'étais pas partie, je le sais. Ma façon d'aborder les gens, même enfin dans la vie perso, avait changé. Ma façon de réfléchir à mon avenir avait changé, etc. Donc voilà. Et par exemple aussi, tu vois, c'est pendant ce voyage-là que j'ai arrêté de manger de la viande. Bon, c'est un autre sujet, mais enfin, voilà, il y a eu plein de déclics un peu sur tous les plans, quoi. Génial. Et est-ce que tu t'y attendais ? Enfin, de base, tu dis que tu t'attendais pas, enfin, comment dire, t'étais pas partie pour ça, pour avoir des déclics. Mais en général, quand on part, quand on a envie de voyage, inconsciemment ou consciemment, c'est qu'on a des besoins intérieurs, tu vois, de découverte ou de changement d'horizon ou de prendre, d'avoir des prises de conscience, de réfléchir sur certaines choses. Toi, t'es vraiment partie à la base dans l'optique de voyager et finalement, ça a chamboulé un petit peu peut-être l'éducation que t'as reçue, des pensées que tu peux avoir sur certaines choses, c'est ça ? Bah ouais, je pense que effectivement j'avais ce besoin dont tu parles, mais je pense un peu inconscient à ce moment-là parce que je me souviens très bien comment j'étais avant. Hein. J'ai été ce qu'on je pense pourrait appeler un peu superficielle, tu vois, dans le sens où je m'intéressais pas forcément à ce qui se passait, je sais pas, dans la société, dans le monde. J'étais, enfin, mais comme beaucoup, enfin, quand on est jeune, c'est en dessous de 20 ans, c'est un peu normal, mais tu vois, j'étais très centrée sur mes petits problèmes du quotidien, voilà, sur moi, sur l'apparence, des trucs comme ça. Et ça, pour le coup, vraiment, ça a changé du tout au tout. Mais il y a pas eu que ça, bien sûr. Mais du coup, je pense que c'était inconscient parce qu'au moment où je suis partie, j'avais pas encore cette réflexion et cette maturité, hein, peut-être quelque part, de me dire là j'ai besoin de prendre du recul, machin. Enfin, je me posais même pas vraiment, j'y suis allée sans trop me poser de questions, et c'est après que les questions et les réflexions sont venues plutôt par la suite, quoi. Et t'avais quel âge, rappelle-moi, à cette époque-là ? J'avais 20 ans quand je suis partie. Ah ouais, c'est tellement jeune, 20 ans. C'est hyper jeune. Mais d'ailleurs, tu es encore très jeune. Et donc, qu'est-ce qui se passe après ? Du coup, je décide de rentrer parce que en 6 mois, j'ai dilapidé toutes mes économies et que j'ai pas forcément envie de rester, travailler là-bas vraiment dans la durée et tout. Donc, je décide de rentrer pour reprendre mes études du coup et me spécialiser en web marketing. Il faut savoir que j'avais déjà moi depuis ado, l'envie d'entreprendre. J'ai toujours eu envie d'entreprendre des projets. J'avais toujours des idées, toujours tous les mois une nouvelle marque à créer, un nouveau concept, un nouveau truc. Bref, c'est toute ma vie. Donc à ce moment-là, j'avais un de mes projets. Je sais plus lequel c'était exactement. Si je crois que c'était une marque. Enfin bref. Le 12e projet. Ouais, voilà. Et donc pour ce projet-là, il fallait que je reprenne mes études parce que j'avais un peu un plan d'action en tête. Voilà. Et donc, du coup, je suis rentrée. J'ai décidé de reprendre mes études dans le web marketing, mais en alternance pour avoir une expérience directe, puisque jusque-là, j'avais pas encore beaucoup d'expérience
autre que les saisons d'été, tu vois. Et donc du coup, j'ai trouvé une alternance en community management et rédac web. Donc c'est exactement ce que j'ai fait par la suite du coup en indé aussi. Et en fait, cette alternance-là m'a permis c'était qu'un an, mais c'était une création de poste, donc j'avais vraiment tout à faire et j'avais carte blanche. Donc je me suis franchement éclatée et surtout aussi j'ai eu une employeur qui m'a beaucoup donné confiance en moi puisque elle avait confiance en moi, elle me laissait des libertés, elle me faisait des retours positifs et tout. Suite à cette licence-là, en fait, j'ai réussi à sauter le pas de me lancer immédiatement en micro-entreprise. Direct à la suite en fait de l'alternance, quoi. J'ai même pas cherché un taf parce que c'est aussi que j'avais de nouveau un projet de voyage pour 6 mois plus tard et du coup je me disais ok, pour 6 mois flemme de chercher un CDI, déjà c'était pas possible, et même un CDD, voilà, j'avais un peu la flemme. Je me suis dit je vais tester, on verra ce que ça donne. Donc j'ai ouvert ma micro-entreprise et du coup pendant 5 mois j'ai fait des missions un peu par-ci par-là. Alors bien sûr c'était pas j'avais pas énormément de missions et donc c'était pas un chiffre d'affaires de folie, mais ça m'a permis quand même au final de financer mon voyage qui a suivi. Et puis après du coup je suis repartie en voyage, le sac à dos Et me c'était rappelait. quoi ce voyage alors? Là je suis partie en Asie du Sud-Est. Cette fois j'étais pas solo, j'étais avec mon copain de l'époque et du coup c'était juste avant le Covid, donc par contre ça a été écourté. C'était censé être un voyage de 5 mois et en fait ça a duré 2 mois et demi. Mais bon, c'était déjà trop cool. On a toujours essayé de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Donc c'était trop cool. Et puis après, période de Covid, confinement. Bon, je crois qu'on entend beaucoup de gens dire ça aujourd'hui, mais j'ai eu encore une fois pas mal de prise de recul et du coup prise de conscience pendant le confinement. C'est notamment là où je commençais à m'intéresser au dev perso. Au début, j'ai commencé avec les podcasts de Chloé Bloom, qui est maintenant la référence, mais à l'époque, elle était pas si connue que ça. Et du coup, j'ai commencé à me mettre à fond là-dedans aussi. Et ça, encore une fois, ça a amené des déclics et du coup des passages à l'action derrière, mais avec vraiment à chaque fois un temps d'infusion quand même relativement long. Parce que tu vois, je me suis plongée dedans du coup au premier confinement et en fait, je pense que ça a eu vraiment de l'impact à partir de l'année suivante. C'est marrant comme le développement personnel s'est révélé en France ces dernières années. C'est marrant. Et c'est entré du coup assez jeune dans ta vie, puisque on le redira, mais tu es encore très jeune. Du coup, t'as des prises de conscience. Et d'ailleurs, j'ai l'impression, dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que plus on avance dans les générations, plus les générations ont des prises de conscience 10 ans avant nous, en fait. Ouais, j'ai l'impression aussi. Je pense que les réseaux sociaux aident beaucoup à ça. Ils ont beau avoir certains aspects négatifs, ils ont aussi plein d'aspects positifs. Du coup, ouais, je pense qu'il y a ce truc on a toutes les informations à disposition, même gratuitement. Si on fouille, forcément, ça prend plus de temps et c'est moins facile de faire ça gratuitement, mais on peut quand même tout trouver. Et ouais, je pense qu'il y a une réelle prise de conscience collective, effectivement, pour moi aussi. En off, tu m'as dit quelque chose que j'ai noté et qui est très intéressant. Tu m'as dit j'ai arrêté de vouloir plaire à mes parents. Et donc ça, c'est important parce que on est beaucoup, il y a beaucoup de femmes que j'ai interviewées qui étaient aussi dans cette situation de justement arrêter de vouloir plaire aux autres ou de prendre une voie pour faire plaisir aux parents, pour qu'ils soient fiers de nous, etc. Et donc, dans ton cas, ça a été difficile du coup de pas prendre une voie standard, entre guillemets? Je nuancerais, on va dire, parce que je peux pas dire que ça a été difficile dans la mesure où, au final, mes parents m'ont quand même soutenu au global et notamment aussi financièrement. Enfin, par exemple, là, j'ai habité pendant 1 an chez eux pour pouvoir monter ma boîte. Donc, c'est une chance inouïe et j'en suis hyper reconnaissante. Donc, je nuancerais et je dirais juste que c'est plutôt qu'ils ont projeté, et c'est encore le cas aujourd'hui, sauf que j'arrive plus à m'en affranchir, mais ils ont toujours, forcément, et c'est normal, projeté leur peur sur moi et projeté leurs propres angoisses, etc. Et donc, tu vois, au moment justement de toute cette prise de conscience pendant le confinement et tout, où là j'étais en mode mon voyage s'est écourté, j'avais pas de plan B en tête, qu'est-ce que je fais? Et en fait à ce moment-là, le premier réflexe que j'ai eu, ça a été de du coup chercher un travail genre CDI, tu vois. CDI dans l'immobilier. Enfin, mes parents justement me voyaient bien dans l'immobilier. C'est quelque chose que j'aimais. Enfin, je me disais pourquoi pas. Tu vois. Et du coup, j'ai commencé à chercher là-dedans. Et en fait, au fil du temps, je me suis retrouvée finalement à être décoratrice commerciale. Bon, c'était clairement commercial, mais avec un déguisement de décoratrice d'intérieur. J'ai pas du tout aimé. Au bout de 3 semaines, j'ai claqué la porte, littéralement, et je suis partie. Et du coup, ça a été à ce moment-là que ça a été hyper dur, en fait, justement, cette démission alors que c'était un CDI et que je sais que mes parents trouvaient ça super génial. Mais moi, déjà, je me faisais harceler moralement
rien qu'en 3 semaines. Donc forcément, c'était pas envisageable dans la durée déjà sur cet aspect-là. Mais aussi, je m'y retrouvais finalement pas du tout. Je me rendais compte que bon, déjà, j'avais extrêmement de mal avec l'autorité, enfin les contraintes, etc. Et en plus, juste le job de commercial ne me correspondait absolument pas. Donc j'avais rien à faire là, je sais pas. Enfin vraiment, quand je me vois avec le recul, je me dis mais voilà, c'est fou. Mais bon, bref, il fallait passer par là. Et heureusement, j'ai pas attendu longtemps avant de partir. Mais du coup, ça a été ce moment-là qui a été hyper dur. Tu vois, je me souviens du jour où j'ai décidé que ça y est, c'était stop. Ça faisait que 3 semaines que j'avais démarré, mais je savais qu'il fallait que j'arrête. Le premier réflexe, ça a été d'appeler ma mère en pleurs et de lui dire je vais arrêter. Mais en fait, je pleurais pas pour le job, je m'en foutais, j'en voulais plus du job. Et moi, je savais que je pouvais rebondir derrière. Je pleurais parce que je savais que mes parents allaient être déçus, tu vois. Et ça a été un truc, la prise de conscience aussi, de me dire, mais en fait, c'était ça la raison depuis le début pour laquelle je m'orientais pas forcément vers les bons jobs, c'est qu'en fait, je voulais plaire à quelqu'un d'autre qu'à moi-même, alors que en vrai, dans le fond, c'est ma vie, quoi. Mais oui. Mais c'est dur et on est beaucoup en fait à se demander ça. C'est un peu la sensation, l'impression qu'on sera moins aimé si on ne fait pas ce qui entre guillemets attendait de nous ou ce qu'ils voyaient pour nous. Et on est beaucoup à se retrouver dans cette situation. Donc tu prends quand même ton courage à deux mains et tu te mets en mode freelance à 100%, quasiment du jour au lendemain alors ? Ouais. Du coup, j'avais toujours mon statut, il était déjà existant, je l'avais jamais fermé comme j'avais déjà fait des missions. Donc j'avais déjà mon statut de créé et du coup, j'ai juste laissé passer les fêtes de Noël et tout pour redescendre en pression, on va dire. Et puis début janvier, effectivement, je décide de me lancer à 100%, cette fois uniquement dans la rédaction web, parce que j'ai toujours adoré écrire, et du coup de m'y mettre à fond. Et sur la période de du coup janvier-février, j'ai pris un job alimentaire, le temps de trouver mes premiers clients. Donc j'ai bossé en boulangerie en parallèle de développer l'activité. Et puis dès que j'ai eu 2-3 clients, j'ai lâché le job alimentaire. Et puis voilà, c'est comme ça que c'est parti sur la partie freelancing. Tu parles de janvier-février 2020, on est d'accord, ou 2019 ? En 2021. Ah, 2021 là, ok. Ouais, il y a eu un petit temps d'infusion à chaque fois. Ben oui, non mais c'est ça. Ok, je comprends. Donc très important, Emeline, tu expliques que tu as pris un job alimentaire. Je trouve ça génial de le mentionner et de mentionner ce que c'était exactement. Donc tu es partie bosser dans une boulangerie. Mais tu vois, c'est génial et c'est important de dire que oui, au début, c'est pas si simple et qu'il ne faut pas exclure le fait d'avoir d'autres casquettes en fait. C'est totalement ok et ça ne t'empêchera pas de monter ta boîte ou d'être freelance. Ça va juste t'aider à avoir un petit filet de sécurité dans les premiers mois et c'est ok et c'est super bien, Emeline, que tu le dises. Donc merci pour ce partage. Je pense que ça va faire du bien à beaucoup d'auditrices qui écoutent et qui pensent que toutes les nanas qui sont sur Instagram et qui sont freelance sont millionnaires. Donc c'est important de dire qu'au début, on fait pas forcément 5 000 € de chiffre d'affaires, ni 3 000, ni 2 000. Au début, c'est la galère et c'est ok d'avoir plusieurs casquettes, quoi. Ouais, carrément. Et puis non seulement, tu vois, ça a été le cas pour le freelancing, donc du coup, en vrai, j'ai travaillé que, tu vois, à peine 2 mois dans la boulangerie, mais en vrai, même si j'ai arrêté, j'étais loin d'avoir un chiffre d'affaires qui me permettait de me rémunérer. Tu vois, je payais même pas mon loyer, mais en fait, je savais à un moment que, bien sûr, comme je commençais à avoir des clients, il fallait que je saute le pas quand même de m'y dédier à 100% si je voulais faire augmenter le chiffre d'affaires. Donc, il a fallu choisir un peu le bon timing pour lâcher le job alors que j'avais pas encore réellement assez d'argent pour vivre. Mais tu vois, il y a eu ça au moment du lancement en freelancing, mais du coup c'est exactement, c'est pas la même situation, mais en tout cas la période de galère s'est totalement reproduite avec du coup TPF, Tapote Freelance, puisque tu vois 6 mois plus tard du coup je lançais Tapote Freelance et en fait c'est quelque chose que je lançais gratuitement à la base, vraiment sur un coup de tête comme ça, donc j'avais rien prévu et en fait je me suis retrouvée très rapidement à y passer tout mon temps. Or je n'avais absolument pas prévu de monétiser le truc et donc en fait je me suis retrouvée pendant, honnêtement, même encore jusqu'à aujourd'hui, c'est juste, mais bon, ça commence à aller mieux, mais voilà. En tout, tu vois, ça fait 2 ans que j'ai lancé TPF, on commence à apercevoir la fin de la galère. Voilà. Donc, il faut démystifier le truc. Bien sûr. En plus, ça me fait plaisir d'entendre quelqu'un qui a lancé un truc sans avoir de stratégie. Je me reconnais bien là-dedans. On va pas se mentir. Donc, je comprends tout à fait. Hein, c'est la galère au début. C'est carrément la galère. Et ça l'est pendant longtemps. On dit au début, mais le début, ça dure 2 ans, 3 ans. Le début, il est long, en fait. C'est ça qu'on oublie de dire.
Donc c'est important de le dire, c'est hyper important. Et donc tu le dis aussi, c'est drôle. Tu dis bah voilà, et ça tu me l'avais dit en off. Tu t'es dit en gros, t'as pris conscience que ton compte Instagram te servait de connecter avec d'autres freelances. Donc ça, alors premier point, voilà, première question, je vais faire dans l'ordre. C'est un point très important. C'est-à-dire que quand on se lance en tant qu'auto-entrepreneur, freelance ou autre, on se sent un petit peu seul. Est-ce que tu as ressenti du coup cette solitude ou est-ce que tu étais entouré déjà de tes amis ou copines qui étaient un peu dans le même esprit que toi ou pas du tout? Et est-ce que c'est justement ça, le fait que tu te sois senti un peu seul et de te rendre compte que ton entourage n'était pas dans le même délire que toi, où tu t'es dit, bah en fait, on a besoin de connecter avec d'autres personnes qui évoluent comme nous, en fait, tout simplement? Bah non, clairement, en fait, ce que j'ai créé, je l'ai créé, je pense, pour répondre à mon propre besoin avant tout. Bah oui. Donc, clairement, je suis ma cliente idéale. Donc non, je ressentais moi-même. Alors, j'ai toujours été hyper entourée. Enfin voilà, je suis très sociable, j'ai plein d'amis. À ce moment-là, je vivais en couple. Enfin voilà, je me sentais pas isolée en soi, mais par contre, en décalage, oui. Et du coup, sentiment de solitude quand même, parce que bah, j'avais absolument pas d'entrepreneur du coup dans mon entourage à ce moment-là. Et ouais, c'est ça, en fait, ne pas pouvoir, tu sais, t'as beau en parler avec quelques proches, etc. Bah, enfin, voilà, on le sait, en face, ça répond, et ce qui est normal, ils peuvent pas tout comprendre, etc. Mais du coup, des fois, on a vraiment envie de parler avec quelqu'un qui nous comprend du tac au tac, quoi. Et moi, c'était trop ça qui me manquait. Et en fait, c'est ce que j'ai créé naturellement, mais enfin, encore une fois, sans réfléchir et sans vraiment m'en rendre compte sur le coup. Mais avec mon compte Instagram, en fait, c'est ce que j'ai fait. Finalement, tu vois, j'avais un taux d'engagement, c'était un petit compte Instagram, moi, j'avais genre 500, 600 abonnés, mais j'avais un taux d'engagement ultra élevé. Et en fait, c'est parce que c'était finalement quasiment que des entrepreneuses qui me suivaient sur ce compte-là et avec qui j'échangeais au quotidien, tu vois. Vraiment, j'ai créé des liens avec des filles avec qui je suis encore. Maintenant on s'entraide, enfin vraiment voilà. Et donc du coup, c'est comme ça en fait que je me suis dit mais ça me manque et je veux aussi ça dans la vraie vie. Et du coup, je me suis dit si moi je le ressens, il y en a forcément d'autres qui le ressentent. Donc tu vois, j'ai lancé cette idée juste tu sais, j'ai un peu soumis l'idée, on va dire, et puis en fait ça a explosé direct. Donc j'ai vu que effectivement on était beaucoup à le ressentir et qu'il fallait faire quelque chose, quoi. Et c'est énorme parce que tu m'as dit qu'en 3 mois, tu avais eu 500 inscrites. Ouais, ça a été hyper rapide. J'ai vraiment rien compris à ma vie, hein, honnêtement. Quand je repense à cet été-là, je l'ai lancé du coup le 15 juin. Là, ça va être bientôt les 2 ans. En réalité, tu vois, en 15 jours, il y avait déjà 250 inscrites. Et après, il y a eu les 250 autres sur le reste de l'été. Mais du coup, ça a vraiment... Enfin, tu sais, j'avais créé le compte Instagram de zéro, quoi. Genre, j'ai juste créé un compte Insta, posté un post, et puis mis un lien d'un Google Form dans la bio, et c'est tout, quoi. Vraiment, rien prévu, pas de stratégie, j'avais pas réfléchi au truc. Enfin, du coup, je m'attendais évidemment pas à ça du tout. Et en plus, j'avais encore mes clients quand même en rédaction web en parallèle. Donc, ça a été, mais un été, ouais, j'ai beaucoup travaillé, clairement. Mais après, c'était du kiff absolu aussi. J'étais galvanisée, quoi. C'était un truc de ouf. Je me disais, c'est ça que je veux faire en fait. Je me rendais compte que bah ouais, la rédac j'aimais bien, mais en fait j'avais pas d'hésitation. Très vite j'ai su que j'allais lâcher la rédac pour me mettre à fond là-dedans parce que c'était trop bien de voir les gens créer du lien, etc. Enfin le deal de départ c'était juste je vous mets en relation dans vos villes et puis vous organisez vos rencontres et vous m'envoyez une photo à chaque fois lors de vos rencontres. Et en fait du coup au fur et à mesure de l'été il y avait des photos de plein de filles de partout en France qui se rencontraient grâce à TPF, et c'était juste incroyable pour moi de voir toutes ces photos partout en France de filles qui se rencontraient grâce à mon initiative, on va dire. C'était ouf. Bah, c'est énorme, carrément. Et comme on le disait, c'est une vraie problématique qui existe encore à l'heure actuelle, d'ailleurs. Donc, c'est très bien que ta communauté prenne de l'ampleur et qu'on en entende de plus en plus parler. C'est vraiment une nécessité. Je pense que quand on est entrepreneur, on peut vite se retrouver avec un entourage, comme tu dis, hein, où on se sent un petit peu différent, hein, voilà, tout simplement. Et on a besoin d'échanger avec des personnes qui comprennent nos problématiques et ce dans quoi on évolue, c'est hyper important. Et je voulais revenir là-dessus. Tu n'en as pas trop parlé, mais tu le fais un petit peu comprendre. Cette idée, tu dis que tu as eu l'idée dans la nuit et que le lendemain, tu as fait ton post et bam, c'était lancé. Ça aussi, c'est génial. Et puis, c'est aussi important de dire, c'est ok les gars, on n'est pas obligé de préparer le truc pendant 6 mois avant de lancer notre side project. On peut aussi y aller un petit peu au feeling et ça peut très bien prendre. Complètement. Et je pense même que c'est en partie grâce à ça que ça a pris autant, parce que déjà du coup à la base c'était complètement désintéressé. Enfin,
Vraiment, je pense que ça s'est ressenti que comme j'ai pas réfléchi au truc, c'était juste, ça sortait du cœur, quoi. Et puis au-delà de ça, du coup, derrière, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je me suis retrouvée toute seule face à des centaines de personnes qui avaient des attentes de moi du jour au lendemain, alors que ça faisait quand même que 6 mois que j'étais freelance, donc j'avais quand même très peu encore de compétences. Enfin, je me suis lancée en freelance sans avoir d'expérience en entreprise, donc enfin, j'étais quand même encore vraiment baby entrepreneur, quoi. Et je me suis retrouvée avec des entrepreneuses de partout en France qui comptaient sur moi. Et donc bon, déjà la pression sur les épaules, j'étais là, oulala, on va redescendre. Mais au-delà de ça, le réflexe que j'ai eu en fait à ce moment-là, c'est de me dire ok, je vais m'appuyer sur elle en fait. Et encore une fois, c'était même pas stratégique à ce moment-là parce que ça s'est fait naturellement. Mais avec le recul, je me rends compte que c'était une hyper bonne stratégie au niveau engagement communautaire, de les impliquer autant dans l'évolution et la création de la communauté. Donc en fait, dès le début, enfin tu vois, moi quand j'ai lancé le formulaire d'inscription, par exemple, je savais pas encore comment j'allais les mettre en relation, quel outil j'allais utiliser, etc. Enfin vraiment, on était à zéro réflexion. Donc en fait, tout s'est fait avec elle. Je les faisais voter en story quel outil on utilise. Au début, on a essayé sur WhatsApp, je leur ai dit ah non les meufs ça va pas, on va utiliser autre chose, et hop, on est passé sur Discord, et tout était comme ça en fait. À chaque décision que je prenais, etc., je les impliquais dans la décision. Je leur disais ce qui se passait. Si j'avais un rendez-vous avec quelqu'un, je leur disais le rendez-vous s'est passé comme ci, comme ça va avoir tel impact. Et en fait, j'ai vraiment fait non seulement de la co-construction, mais aussi du public building. Donc j'ai tout expliqué de A à Z en story pendant 3 mois. Et en fait, c'est ça aussi, je pense, qui a joué, puisque comme ma cible c'était les entrepreneuses, forcément ça les intéressait de voir tout ce processus. Et du coup, ça a apporté une visibilité aussi de fou au compte Insta. Et c'est grâce à ça qu'après ça a décollé, quoi. Et alors aujourd'hui, comment ça se passe exactement? Combien vous avez de membres et quel est l'écosystème en fait que tu as créé autour de TPF? Comment ça se passe en fait, et qui sont, même si on comprend bien que ce sont majoritairement des freelances, qui sont les filles ou les personnes, il y a peut-être pas que des filles d'ailleurs, qui sont membres de TPF? Alors c'est dédié uniquement aux femmes. Donc il y a que des filles, et après par contre c'est pas forcément que des freelances à proprement parler, genre prestataire de service. Ça va vraiment au-delà en réalité. Moi le nom m'est venu comme ça très naturellement parce que j'étais freelance à ce moment-là, mais en fait on cible vraiment toutes les entrepreneuses justement de tout secteur. Nous on veut qu'il y ait une grosse complémentarité entre les membres, en fait, que les unes travaillent pour les autres. Donc il va y avoir une fille qui est naturopathe, qui va avoir besoin d'aide pour sa rédac, et puis une rédac qui va avoir besoin d'aide pour son site web, etc., etc. Et en fait finalement on mêle vraiment tous les secteurs d'activité. On a aussi de l'artisanat, du dev perso, voilà, c'est vraiment mixé à ce niveau-là. Le point commun, je dirais, au niveau du profil, c'est, alors déjà, globalement, c'est quand même des jeunes entrepreneurs dans le sens, en termes et d'expérience et d'âge. Tu vois, au niveau de l'âge, la majorité ont entre 25 et 40 ans, ce qui est quand même globalement plus jeune que dans beaucoup d'autres réseaux d'entrepreneurs. C'est aussi un positionnement que j'ai voulu avoir dès le démarrage, de montrer accessible et que les jeunes entrepreneuses se sentent légitimes à intégrer un réseau, parce que je trouvais que souvent ça paraissait un peu inaccessible. Donc voilà, ça va être des filles qui vont être globalement plutôt jeunes entre guillemets. Bon après il y a de tout, et qui vont surtout utiliser le digital et notamment les réseaux sociaux pour se développer. En fait, quelle que soit leur activité, le point commun, c'est que on n'est que des filles qui voulons avoir de la visibilité sur le web parce qu'on utilise ça comme strat. Après plus ou moins, enfin il y en a qui vont utiliser plus le réseau, d'autres voilà. Mais globalement, on est quand même pas mal dans le digital, même si bien sûr on se rencontre aussi en vrai après derrière. Et alors, combien est-ce que tu as de membres aujourd'hui et comment ça se passe? Comment se passe l'écosystème TPF? Alors aujourd'hui, on a un peu plus de 200 membres sur la plateforme. Évidemment, c'est pas les 500 de départ, puisque à ce moment-là, comme je le disais tout à l'heure, c'était 100% gratuit, donc le projet a énormément évolué depuis. Oui. En gros, au tout début, au moment où c'était gratuit, où c'était comme ça complètement à l'arrache, c'était sur un Discord qui du coup était, en vrai, sur les 500, il y en avait peut-être que la moitié qui était active, puisque c'était quelque chose de gratuit. Il y en avait qui étaient venus là juste par curiosité, et voilà. Et ça se passait comme ça. Il y avait juste un Discord, et après elles étaient livrées elles-mêmes entre guillemets, et voilà. Et en fait, quand j'ai décidé au bout de 3 mois du coup de vraiment me consacrer à ce projet-là et de le monétiser du coup, je me suis orientée vers un incubateur de start-up pour revoir un peu comment, le business model, en fait, la structure, le business model, etc. Et donc il y a eu toute une phase en sous-marin, là on va dire, de réflexion sur la partie technique aussi, quelle plateforme je vais utiliser, est-ce que je développe ma propre solution ou pas, etc., etc. Tout ça pour arriver
en septembre du coup dernier, donc septembre 2022, a lancé TPF sur une nouvelle plateforme qui n'est pas notre propre plateforme, mais qui est une plateforme bien plus adaptée, bien plus complète et bien plus design aussi. Et du coup, on a lancé TPF donc en septembre dernier sur cette plateforme-là et avec du coup un abonnement mensuel ou annuel, mais un abonnement réel, quoi. Voilà. Donc en fait, on est un peu reparti entre gros guillemets de zéro parce qu'on avait déjà un peu une base, mais sur la nouvelle plateforme en septembre dernier. D'accord. Ok. Et du coup, les filles qui font partie de TPF, qui sont membres, c'est-à-dire, de quoi est-ce que tu bénéficies quand tu es membre? Alors du coup maintenant c'est plus uniquement la mise en relation et puis après vous débrouillez. Il y a plein de choses qui se sont créées autour. On essaye vraiment de créer un univers et une solution aussi dans laquelle toutes les entrepreneuses peuvent retrouver un peu tout ce dont elles peuvent avoir besoin au quotidien. Donc en fait quand on est membre c'est un package, il y a vraiment accès à tout. Il y a qu'un seul abonnement donc ça donne l'accès à tout. On a des événements donc en ligne. On a un atelier par semaine qui est animé par une membre pour les membres. Donc là, ça va permettre de mettre leur activité en avant, de s'entraîner, etc. Et on appelle ça le troc de compétences ou de connaissances sur TPF. Ça s'appelle les troc ateliers. Donc ça, c'est une fois par semaine. On a aussi une masterclass par mois, dont tu as fait partie d'ailleurs. Où là, du coup, ça va être des intervenants ou intervenantes externes à la communauté qui vont venir parler de leur expertise sur des sujets soit dev perso, soit business. Et donc ça c'est pour les ateliers masterclass. Après on a aussi un café de bienvenue mensuel et un atelier feel good mensuel aussi pour un peu faire un point sur le mois passé, fixer les objectifs du mois prochain, etc. Ça c'est un peu les rendez-vous récurrents en ligne. Après il y a aussi la mise en relation locale du coup. Donc là sur la plateforme on a des teams en fait. Donc quand une membre arrive, elle va demander l'accès à ces teams, ça ou ces teams en fonction de là où elle habite et pouvoir du coup rentrer en contact avec les filles près de chez elle et organiser des rencontres. Et puis après on a aussi une médiathèque de contenu par exemple qu'on met à jour toutes les semaines pour faciliter la veille des membres. On développe un catalogue partenaire pour un peu venir remplacer le CE qu'il peut y avoir dans une entreprise et du coup permettre aux entrepreneuses de regagner un peu de pouvoir d'achat et d'avoir des avantages exclusifs auprès de plein de structures, d'outils pro, mais pas que, hein. Des fois ça va être pour faire des courses, etc. Enfin voilà. Et puis maintenant on a aussi un café cowork virtuel. Donc là c'est un peu pour se donner rendez-vous à la pause, en after work, etc. Donc voilà, petit à petit, il y a plein de choses. Et bien sûr, à la base, il y a aussi la plateforme en elle-même et du coup, les conseils qui s'échangent sur la plateforme, sur plein d'espaces d'entraide dédiés, quoi. Donc c'est un peu un tout en un. C'est top en tout cas. Est-ce que du coup dans tes futurs projets, ou on va dire dans tes fantasmes vis-à-vis de TPF, ce serait d'avoir des lieux un peu dans toute la France? Bon là c'est très ambitieux ce que je te sors, mais du coup qu'ils soient des lieux TPF de coworking, d'événements, j'en sais rien. Mais est-ce que du coup tu vois grand tout simplement avec ce projet? Bah ouais, carrément. En vrai, au bout de, je vais pas mentir, hein, au bout de 3 mois, quand parce que du coup, comme je te disais, c'était de la co-construction, donc j'ai sondé la communauté, et en fait, je leur ai demandé toutes leurs idées, comment elles voyaient elles-mêmes TPF, en fait, parce que, bah, voilà, moi, j'avais pas encore développé ma vision, donc je me suis dit, bah, autant aller prendre la vision de tout le monde et voir ce qu'on en fait. Et dès le début, dès au bout de 3 mois, on me parlait de coworking TPF, je sais pas, produits dérivés TPF, de séjours TPF, de tout, en fait. J'ai 10 000 idées depuis déjà le 3e mois, en fait. Maintenant, c'est juste le temps qu'il faut pour tout mettre en place. Et ouais, bien sûr, les coworking, ce serait trop cool. Après, voilà, on le sait, c'est un investissement énorme. Donc bah, à voir dans la durée. Mais au moins avoir un lieu, tu vois, en France, ce serait trop bien. Ah mais ça serait génial. Et je pense que il y en a de plus en plus, tu vois, des coworking ou des lieux pour bosser, mais je trouve qu'on n'a pas encore, ou alors je me trompe, ou alors je sors pas assez de chez moi peut-être, mais tu vois, j'ai pas eu encore le coup de cœur pour un lieu, ou je sais pas, peut-être, encore une fois, peut-être que je me trompe et peut-être qu'il y a pas assez de choses ici, moi, où je suis, c'est-à-dire dans ma région. Mais je sais pas, toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui en France, on arrive vraiment à répondre aux besoins des freelances, des solopreneurs, etc.? Je vais peut-être fâcher des personnes en disant ça, mais je pense qu'on n'y répond pas de la bonne manière. C'est-à-dire parce que des coworking, il y en a plein en France. Enfin, dans les grandes villes, il y en a plein. Malheureusement, dans les plus petites villes, il y en a pas, mais en même temps, ils s'en sortiraient pas, donc c'est totalement normal. Mais même dans les grandes villes, moi, je trouve que globalement, enfin, tu vois, je suis allée au Portugal là il y a pas longtemps, et du coup, j'ai vu comment ça se passait là-bas. C'est blindé. Les coworking là-bas, c'est blindé, alors qu'il y en a plein. Incroyable. Bon après, forcément, j'étais à Lisbonne, donc forcément, c'est une des capitales reconnues pour
pour le digital nomadisme, et donc il y a beaucoup de monde, mais je veux dire, je trouve qu'en France, tu vas dans un coworking, même, tu vois, moi j'habite à Nantes, donc c'est quand même une assez grande ville, c'est globalement pas très rempli, quoi. Et du coup, alors qu'on est de plus en plus de solopreneurs, et je me dis, bah merde, c'est quoi le problème en fait? Pourquoi ça se remplit pas? Et je pense que comme tu dis, bah tu vois, toi tu t'en connais pas, bah en fait je pense que déjà il y en a beaucoup qui manquent juste de visibilité, de peut-être de stratégie de communication, je sais pas, de voilà, clairement la visibilité déjà manque à ces lieux-là, et au-delà de ça, je pense que c'est peut-être pas des lieux qui réfléchissent leur expérience dans un ensemble, tu vois. Genre juste, tu viens, tu payes ton truc et tu fais ton truc. Et en fait, tu repars, t'as pas noué de lien forcément, t'as pas vécu une expérience de dingue et tu te dis pas, waouh, c'est sûr, je veux revenir, quoi. Et en fait, pour moi, il faudrait peut-être repenser un peu l'expérience pour créer quelque chose de plus global et finalement créer une forme de, tu vois, d'attachement de la part des personnes qui viennent et vraiment de sentiment d'appartenance en fait à quelque chose quand on crée un lieu pour les indés, quoi. Alors justement, on va faire un petit exercice en live, Emeline. Touloulou. Si tu devais là tout de suite créer ton lieu de coworking idéal, ça serait quoi? Ce serait où? Ça se passerait comment? Est-ce que tu arriverais un petit peu là à nous transmettre ce que tu aimerais créer dans l'idéal? En vrai de vrai, je pense que je partirais plutôt sur un co-living permanent, genre une espèce de une grande maison. C'est un peu en fait ce que je compte aller tester au Portugal l'hiver prochain, donc je saurais mieux te dire après ça. Mais globalement, je pense que ça n'existe pas vraiment en France, un co-living où tu puisses venir en permanence. S'il y en a un, il y a Château Co-living en Normandie. Mais tu vois, par exemple, moi je le ferais pas en Normandie. Je le ferais plutôt au soleil. Et du coup, un lieu où tu puisses venir en fait coworker, mais aussi séjourner en fait. Donc alors pas forcément dans la durée, genre sur un mois, etc. Hein, mais tu vas venir à la semaine, par exemple, et finalement passer ta semaine avec des entrepreneurs, voilà, mais que ce soit permanent. Nous, on fait déjà des séjours ponctuels avec TPF sur 5 jours, mais on organise vraiment un séjour. Là, l'idée, ce serait d'avoir un lieu permanent où ça tourne en fait, et où des entrepreneurs peuvent venir, des entrepreneurs d'un peu partout en France, venir pendant plusieurs jours passer, voilà, du temps à travailler, à brainstormer avec d'autres entrepreneurs, à faire leur réseau, à se détendre aussi. Enfin voilà. Donc moi je voudrais un lieu qui mêle vraiment le côté détente, inspiration et tout, et travail, business, machin. Cool. Donc ça sera un hôtel aussi, c'est ça, si je comprends bien? Ouais, c'est pas vraiment hôtel, enfin Enfin, tu dans peux le dormir milieu de quoi. l'entrepreneuriat, ça serait... Ouais, voilà, oui, c'est Ouais, ça. voilà. On pourrait dormir. Ouais, moi ce serait ça vraiment mon rêve ultime au niveau du lieu. Canon. Eh ben, je te le souhaite, en tout cas, je te le souhaite de tout mon cœur. Est-ce que tu peux me dire un petit peu ce que disent les membres de TPF? C'est-à-dire, une fois qu'elles rentrent dans le réseau et qu'elles sont membres, quel problème t'as résolu? Qu'est-ce que ça leur apporte? Donc, je comprends cette idée de solitude. Déjà, elles se sentent moins seules, ça c'est certain. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as pu noter? Ouais, bien sûr. Déjà sur la partie du coup plus professionnelle, business, même si nous c'est pas notre première mission à la base, c'est plus sortir de la solitude, mais évidemment ça a plein de répercussions aussi sur la partie business, puisque voilà, on est entre entrepreneuses et par ricochet ça a plein d'impacts. Donc on a énormément de membres qui ont trouvé des clientes sur TPF, voire même qui font quasiment tout leur biz sur TPF, parce qu'en fait c'est une communauté où vraiment si t'es active, tu deviens un peu la référence dans ton domaine, voilà. Et en fait finalement toutes les membres du coup viennent te solliciter pour des questions. Alors au début bien sûr faut accepter d'aider, parce que c'est quand même le truc de base de TPF, c'est de l'entraide. Donc au début tu vas donner quelques conseils gratuits et échanger, mais en fait très vite si tu deviens un peu la référente dans la communauté sur ton sujet, ben tu trouves quand même tes clientes grâce à ça. Donc il y en a plusieurs pour qui c'est le cas, d'autres pour qui ça va être plus ponctuel, mais en tout cas ça arrive très 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 régulièrement, et encore nous on s'en rend même pas toujours compte, mais c'est quand on les rencontre en vrai et qu'elles nous disent ah bah si, moi je bosse avec une telle, c'est ma cliente, et on est là ah ouais, mais en fait elles sont toutes clientes les unes des autres, quoi. C'est un truc de ouf. Mais il y a aussi beaucoup de collaborations pro, pas forcément en client, mais il y a déjà eu des filles qui se sont associées grâce à une rencontre TPF. Ah, mais c'est génial. Et ouais, trop bien. Et sinon d'autres qui gardent leur statut d'indé, mais qui vont se mettre à travailler soit en apport d'affaires, soit en agence un peu, enfin tu vois, répondre aux mêmes clients mais en mode service complémentaire. Ok. Donc ça c'est un truc voilà qui est vraiment hyper récurrent, en plus de briser la solitude. Et après ça va être aussi ça rejoint un peu le truc de la solitude, mais en fait dans le sens aussi de grâce aux échanges, notamment tu vois avec les ateliers, ça leur donne accès à
un peu comme finalement de la formation continue, puisque les ateliers, c'est en permanence qu'il y en a des nouveaux, et il y a les replays sont tous sur la plateforme. Donc, en fait, on commence à avoir une grosse bibliothèque de contenu hyper intéressant. Ah et ouais, du coup, c'est un canon. peu de la formation continue, mais qui coûte quasiment rien, quoi. Donc, en fait, elles apprennent beaucoup, en fait, avec TPF aussi, grâce aux échanges, grâce aux échanges de conseils, aux trocs ateliers, et enfin voilà, l'expérience globale. Donc je pense que c'est ça les deux gros points sur la partie business. Et après sur la partie perso, bah, c'est sortir de la solitude, et puis réellement il y a plein d'amitiés aussi, des vraies amitiés au-delà du pro qui se sont créées. Donc c'est trop fou. Et d'ailleurs moi j'emménage cette semaine avec une membre TPF. Ah En ouais? coloc. Non mais c'est Ouais. tellement drôle. Trop bien, trop bien. En tout cas, c'est trop cool et j'espère vraiment que ton projet grossira et qu'on entendra encore plus parler de TPF, parce que je pense que c'est aussi bien, tu vois, pour les personnes qui ont peur de se lancer et qui sont encore salariées. Ça fait partie des peurs numéro 1. C'est déjà, est-ce que je vais y arriver? Et ensuite, est-ce que je vais pas me sentir trop seule, tu vois? Est-ce que je vais plus avoir de collègues, etc. Donc ça peut être aussi un tremplin pour toutes ces personnes qui ont envie de se lancer. Elles se disent, c'est cool, il y a TPF, je peux peut-être déjà être membre pour essayer de mettre un pied dedans, et ensuite je me sentirai moins seule une fois que je me lance. Ça peut aussi être un tremplin. Je sais pas si t'as des nanas qui sont pas encore lancées et qui font partie quand même de TPF. Ouais, je suis très contente que tu utilises le mot tremplin, parce que c'est exactement ce qu'on veut être pour les jeunes entrepreneuses. Donc voilà, t'as parfaitement choisi le wording. Tu m'embauches? Ouais, c'est ça. Et oui, il y en a quelques-unes qui sont pas encore lancées. Nous, ce qu'on conseille en fait, c'est d'avoir déjà un projet qui soit quand même un minimum avancé, pas juste d'être dans l'hésitation de est-ce que je vais me lancer ou pas, d'être sûr qu'on va se lancer, mais pour pas être non plus trop éloigné des problématiques de la plupart des membres qui sont déjà lancés. Mais par contre, oui, il y en a qui viennent un peu avant leur lancement pour déjà commencer à faire leur réseau, bénéficier des conseils, des ateliers, voilà, se débloquer sur certains sujets. Et puis il y a aussi ce truc on se soutient beaucoup. Donc en fait, s'il y a une fille qui arrive en disant voilà, je suis pas encore lancée, mais je vais me lancer, je vais faire ci, ça. En fait, très naturellement, on va aller la soutenir d'une manière ou d'une autre. Donc ça peut vraiment beaucoup aider. Ouais. Et moi, je trouve ça très bien que ce soit, une communauté. Enfin, si on veut être membre, c'est payant, c'est quelque chose qui est monétisé. Je trouve ça très bien parce que, tu vois, ça réduit le nombre de membres fantômes et ça fait justement de cette petite communauté qui va de toute façon grossir, une communauté très active, tu vois, qui est vraiment là parce qu'elles ont des vrais besoins. Elles sont pas juste là pour juste voir. Exactement. Et c'est une des raisons pour lesquelles ça m'a paru évident très rapidement après avoir testé la gratuité. Je me suis rendu compte à quel point les limites de la gratuité, même si oui, d'accord, ça fait venir du monde, mais en fait, et on peut monétiser après d'une autre manière, mais en fait, la qualité de la communauté n'est pas du tout la même. Alors que là, effectivement, c'est des membres qui sont hyper engagés, hyper dynamiques, qui sont vraiment là pour les mêmes valeurs aussi, qui vont avoir un style de vie un peu commun, etc. Enfin, ça crée une espèce de fusion qui est assez incroyable. Et en plus, au-delà de ça, il y aurait aussi la problématique vu qu'on apporte quand même de l'aide, de la visibilité aux membres, etc. Il y en a qui pourraient facilement venir aussi juste pour faire leur pub et puis repartir. Donc pareil, Carrément. ça détériorerait la qualité de la communauté. Donc nous, on préfère, tu vois, on n'a même pas genre un mois offert ou quoi, parce qu'on sait qu'il y aurait le risque que sinon, tous les mois, il y a des personnes qui viennent juste pour le mois offert et puis qui détériore un peu la qualité de notre communauté. Donc c'est plus difficile d'avoir du monde rapidement, puisque forcément quand il n'y a pas de mois offert ou quoi, on a l'habitude un peu de ça, et ça bloque des fois. Mais nous on préfère ça, quitte à avoir moins de monde rapidement, mais voilà, et pas toucher à la qualité de notre communauté à laquelle on tient tout particulièrement. Bien sûr. Et puis ça fait partie des investissements quand on est auto-entrepreneuse, freelance, solopreneur. On a des investissements à faire qui sont nécessaires pour se développer, pour développer notre business. Donc ça fait partie aussi des investissements qui sont nécessaires et importants pour le bon développement de notre bise, tout simplement. Exactement. Et en plus, là, pour le coup, c'est pas un investissement énorme parce qu'on fait, vu qu'on cible les jeunes entrepreneuses, on fait en sorte d'être quand même ultra accessible. Donc, c'est plus une question de priorité après. Exactement. C'est tout à fait ça. Est-ce que d'ailleurs, tu as d'autres projets, Emeline, pour TPF? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont en sous-marin? Est-ce qu'il y a des choses dont tu peux nous parler? Est-ce qu'il y a des trucs qui arrivent? Oui, mais pas à court terme. Donc, je pourrais pas en parler de manière précise. C'est même pas une question de je veux pas le dire. C'est juste que je veux pas m'avancer plutôt pour pas faire de déçus. C'est plus dans ce sens-là. Mais en tout cas, oui, on a vraiment, comme je te disais, l'intention de créer tout un univers autour de la communauté et du coup, potentiellement de venir aussi ramener
plus d'événementiels physiques organisés par nous, tu vois, avec quelque chose un gros rendez-vous annuel ou quelque chose comme ça. On a aussi dans l'idée de potentiellement sortir des produits physiques, mais qui aient du sens, pas des goodies à 3 €, mais des choses poussées, mais en collaboration, pourquoi pas, avec justement des freelances sur la partie, je sais pas, design, etc. Enfin voilà, on est toujours dans cette idée de mettre en avant des indépendantes et essayer de les faire gagner en visibilité, mais en faisant des partenariats comme ça, etc. Ouais, on a plein d'envies et plein d'idées. Maintenant, il faut le temps, les ressources humaines aussi pour le faire, et donc derrière, les revenus, quoi, tout simplement, pouvoir investir dans les ressources humaines après. Tout à fait. En tout cas, merci Emeline d'être venue raconter ton histoire et d'être venue nous expliquer un petit peu comment fonctionne TPF, qui est une boîte, du coup, c'est ça qu'on aime aujourd'hui en 2023, c'est des boîtes qui ont une vraie mission derrière, un vrai impact sur la société et qui répondent à de vraies problématiques. Donc clairement, vous êtes pile dedans. La question du sens, tu peux la cocher. C'est une case que tu peux cocher. Un projet qui a du sens, donc c'est top. Moi, j'aime mettre en lumière justement ce type d'entrepreneuse comme toi et ce type de projet. Donc, je suis très contente que tu sois passée au micro des locomotives. Tu le sais, ou peut-être pas, je ne sais pas. À la fin de chaque épisode, il y a toujours 3 questions rituelles, ma chère Emeline. Si tu n'es pas au courant, tant mieux. Ça sera d'autant plus spontané. Donc, première question, Emeline, quel était ton rêve de petite fille ? Mon rêve de petite fille, et je connaissais déjà les questions puisque j'écoute ton podcast, Sandra. Oui, mais je savais pas si tu l'écoutais jusqu'à la fin. Si, bien sûr. Évidemment. C'est souvent à la fin qu'il y a des petites pépites. Toujours. Donc, mon rêve de petite fille, c'est très simple, de toute façon. Pour moi, la réponse est évidente. C'est que je me souviens que quand j'étais petite, je voulais faire un métier par jour dans la semaine. Donc voilà, c'était vraiment avoir plein d'activités en parallèle. Incroyable. Tu étais faite pour être entrepreneuse, décidément. Exactement. Est-ce que tu as un mantra, Emeline, une phrase qui te guide dans le quotidien ? Alors moi, personnellement, j'en ai pas forcément un. Donc je vais donner celui qu'on utilise chez TPF dans la team. C'est travailler sérieusement, mais sans se prendre au sérieux. Super, j'adore. Ça me parle beaucoup. Et c'est quoi pour toi, Emeline, être la locomotive de sa vie ? Et être la locomotive de sa vie, celle-là, je t'avoue que j'y ai particulièrement réfléchi quand même. Je me suis dit, t'as triché. Mais en vrai, non, mais encore une fois, ça apparaît assez naturellement, puisque je vais tout simplement donner. En gros, moi, j'ai identifié un peu 3 points. Pour moi, c'est les 3 points qui m'ont activé, on va dire, et qui m'ont fait devenir un peu une locomotive. Et du coup, la première chose pour moi, c'est la responsabilisation, du fait de prendre conscience qu'on est responsable de tout ce qui nous arrive sur la partie pro ou perso. Je parle pas des tsunamis. Et puis la deuxième chose, c'est la prise de décision permanente. En fait, pour moi, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. L'important, c'est juste de prendre des décisions tout le temps. Et la troisième chose, c'est le passage à l'action avant même que ce soit le bon moment ou que ce soit parfait. Eh bien, c'est parfait. Je valide tout à fait. Emeline, c'était un plaisir. Je te souhaite une très très belle continuation et puis à très vite. Merci beaucoup, Sandra. C'était un plaisir partagé. À bientôt. Salut, Emeline. C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, surtout n'hésite pas. Merci pour ta fidélité et on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Pense à rejoindre la communauté Les Locomotives sur Instagram pour toujours plus d'inspiration, de motivation et de good vibes.